Imaginez ceci. Vous êtes blotti dans un coin d'une cabane sombre au sol de terre battue. L'air est épais de l'odeur de vieille fumée et de l'âpreté métallique de quelque chose de bien plus troublant. Vos mains brutes et douloureuses travaillent avec fièvre, cousant, coupant, modelant. Le matériau est différent de tous les tissus que vous avez jamais touchés, souple, étrangement chaud, mais indéniablement grotesque. C'est la chair d'enfant, transformée, faite en un vêtement macabre. Telle est la réalité horrifiante de Myriam d'Alabama, esclave qui a dépecé les fils de sa maîtresse et utilisé leur chair pour des vêtements. Un frisson vous parcourt l'échine, non seulement à cause du froid, mais à cause de l'horreur pure et insondable de tout cela. Pour comprendre un acte aussi monstrueux, nous devons remonter le temps dans un monde où l'humanité elle-même était fracturée, où l'âme même d'une personne pouvait être dépouillée, ne laissant derrière elle qu'une carcasse de douleur et une volonté désespérée et tordue de survivre. Comment un être humain a-t-il pu descendre dans un abîme aussi terrifiant, commettant des actes qui défient l'entendement? L'histoire de Myriam commence non pas par une naissance, mais par une acquisition. Elle était une propriété, un bien meuble dans l'économie brutale du Sud-Américain. Ses origines exactes sont perdues dans l'indifférence cruelle des archivistes de l'histoire, mais sa vie, comme des millions d'autres, fut définie par le travail forcé et une soumission sans fin. Dès ses premiers souvenirs, elle ne connut que le fouet, les chants et le poids écrasant du pouvoir absolu détenu par autrui. Cette déshumanisation constante, cet assaut incessant contre son être même, fut le creuset dans lequel son point de rupture fut forgé. Chaque indignité, chaque coup, chaque instant de paix volé s'accumulait, créant une pression insupportable au sein de son esprit. Elle fut amenée dans une vaste plantation en Alabama, un lieu de prospérité apparente bâti sur le dos de la souffrance. Le maître, un homme d'une cruauté conventionnelle, considérait ses esclaves comme des outils, rien de plus. Mais ce fut la maîtresse, une femme nommée Martha, dont la marque particulière de malice s'imprimerait dans l'âme de Myriam. Martha n'était pas seulement dure, elle était inventive dans son tourment, trouvant de petits moyens insidieux d'infliger une douleur qui allait au-delà du physique, visant directement l'esprit. Elle prenait plaisir à être témoin du désespoir qu'elle créait. La vie sur la plantation était un cycle continu de labeur de l'aube au crépuscule sous un soleil implacable. Myriam travaillait dans les champs de coton, ses mains saignant, son corps endolori, son esprit s'érodant lentement. Le fouet du contremaître était une menace constante, un signe de ponctuation brutale dans les phrases interminables de ses journées. Pourtant, la douleur physique, bien que dévastatrice, n'était qu'une couche de sa souffrance. La guerre psychologique menée par Martha était bien plus insidieuse, bien plus destructrice pour le monde intérieur de Myriam. Martha semblait tirer un plaisir pervers à priver Myriam de toute apparence de dignité. Elle forçait Myriam à accomplir des tâches humiliantes, se moquait de son apparence et détruisait délibérément tout petit confort qu'elle aurait pu trouver. Un jour, Myriam trouva un ruban jeté, une touche de couleur dans son existence monotone. Elle le noua dans ses cheveux, un minuscule acte d'expression de soi. Martha le vit, le lui arracha et le brûla sous les yeux de Myriam. Un sourire cruel sur son visage. Il ne s'agissait pas de discipline, il s'agissait d'écraser l'esprit humain. Mais ce n'était même pas le pire. La cruauté de Martha s'étendait à la famille de Myriam. Myriam avait des enfants, des garçons, qui étaient également esclaves. Le lien entre eux était le dernier fil fragile qui rattachait Myriam à sa raison. Martha le savait. Elle utilisait les enfants de Myriam comme levier, les menaçant, parfois même leur faisant du mal, pour assurer l'obéissance absolue de Myriam. La terreur de voir sa propre chair et son propre sang souffrir, impuissante à intervenir, rongeait le cœur de Myriam, le déchirant en lambeaux. Elle ne le savait pas encore, mais ses profondes entailles de désespoir ouvraient lentement la voie
à un avenir inimaginable. Les fils de la maîtresse, de jeunes garçons nommés Thomas et William, étaient choyés et gâtés, grandissant dans un monde où Myriam et ses enfants étaient invisibles, de simples meubles dans leur vie luxueuse. Ils apprirent le mépris de leur mère pour les esclaves, intériorisant l'idée que ces personnes n'étaient pas réellement humaines. Ils imitaient souvent la cruauté de leur mère, jetant des pierres sur les enfants de Myriam, les taquinant, parfois même signalant des transgressions fabriquées à leur mère, sachant que cela entraînerait une punition pour Myriam ou ses fils. Ces petits actes quotidiens de cruauté occasionnelle de la part des enfants de son oppresseur alimentaient davantage la rage latente en Myriam. Les propres fils de Myriam étaient sa consolation et sa plus profonde tristesse. Elle les aimait farouchement, mais son amour était entrelacé d'une peur constante. Elle savait qu'ils feraient face au même avenir brutal qu'elle. Chaque jour était une lutte pour les protéger, pour les éduquer, pour maintenir une étincelle d'espoir dans leurs jeunes yeux, même si son propre espoir était en train de mourir. La plantation était une cage, et ses enfants y étaient piégés avec elle. Un hiver parti. Particulièrement rigoureux apporta une épidémie dans les quartiers des esclaves. Le plus jeune fils de Myriam tomba malade, son petit corps secoué par la fièvre. Myriam supplia Martha de lui donner des médicaments, un médecin, toute aide. Martha, cependant, était indifférente, peut-être même satisfaite de la diminution de sa main-d'œuvre. Elle refusa, invoquant le coup, affirmant que le garçon ne valait pas la dépense. Myriam regarda impuissante son fils dépérir, mourant dans ses bras, victime de la négligence et d'un système qui valorisait la propriété au détriment de la vie. Le chagrin fut un coup physique, une blessure qui ne guérirait jamais. Et là, l'histoire prend une tournure bien plus sombre. La mort de son fils brisa quelque chose de fondamental chez Myriam. Les abus constants, la déshumanisation, la perte de son enfant due à l'insensibilité de la maîtresse, tout cela se coalessa en un vide profond et glaçant. La Myriam qui avait jadis espéré, qui avait jadis lutté pour maintenir son esprit en vie, n'était plus. À sa place se trouvait un vide, et dans ce vide, une terrible graine commença à germer. Ce fut le moment où son noyau psychologique, brisé et tordu, commença à se remodeler, cherchant une nouvelle forme terrifiante d'autonomie. Elle commença à voir le monde à travers le prisme de la rétribution ultime. La cruauté de Martha s'intensifia après cela. Elle semblait sentir le changement intérieur de Myriam, peut-être prenant son désespoir silencieux pour de la soumission. Elle devint plus exigeante, plus agressive verbalement, se délectant du silence de Myriam. Elle faisait servir ses repas à Myriam, la regardant directement dans les yeux tout en parlant de l'ingratitude des esclaves, inconsciente de la tempête qui se préparait derrière le regard stoïque de Myriam. Ces interactions, remplies de la cruauté désinvolte de Martha, devinrent les derniers coups d'un plan maître que Myriam formait sans le savoir. Un jour, Martha, dans un accès de colère pour une infraction mineure, ordonna que Myriam soit fouettée publiquement. Les deux fils restants de Myriam furent forcés de regarder, leurs jeunes visages inondés de larmes, alors qu'ils voyaient le dos de leur mère s'ouvrir sous le fouet. La douleur était atroce, mais c'était l'humiliation, la dégradation totale devant ses enfants, qui brisa enfin les dernières chaînes de la raison de Myriam. Quelque chose en elle céda, totalement et irrévocablement. Le monde devint flou, et une froide et claire résolution se solidifia dans son esprit. Cette dégradation publique, conçue pour l'écraser, alluma plutôt un enfer. Cette nuit-là, après que les fouets se furent tus et que la plantation dormait, Myriam resta éveillée, son corps palpitant, son esprit étrangement calme. L'image des yeux larmoyants de ses fils, le regard moqueur de Martha, l'indifférence désinvolte du maître, tout cela se rejouait. Il n'y avait pas d'évasion, pas de justice, pas de liberté dans la vie.
Mais il pouvait y avoir une autre sorte de liberté, un acte de défi terrifiant et absolu qui briserait le monde de ses oppresseurs. Elle ne savait pas comment, mais elle allait retrouver son identité, sa dignité, d'une manière qui lui serait entièrement propre, entièrement horrifiante. Les graines de son plan, aussi pervers soient-elles, commencèrent à prendre racine. Elle commença à observer les fils de la maîtresse plus attentivement. Thomas et William étaient souvent laissés sans surveillance, leurs parents préoccupés par les affaires de la plantation ou les engagements sociaux. Ils étaient privilégiés, inconscients et totalement vulnérables. Myriam les regardait jouer, leur rire résonnant dans l'air, un contraste frappant avec l'agonie silencieuse qu'elle portait. Chaque instant d'insouciance qu'ils apprécièrent était un rappel des enfances volées de ses propres fils, celui qui était mort, et les deux qui vivaient dans une peur constante. Cette observation n'était pas née de la malice au début, mais d'un besoin désespéré et animal de comprendre la source de sa douleur, de trouver un point de rupture. Elle commença à rassembler de petits objets, des morceaux de matériaux, des outils tranchants qu'elle réussit à voler à l'atelier ou à la cuisine. Ce n'était pas pour s'échapper, mais pour quelque chose de tout autre, quelque chose qui parlait d'une pulsion plus profonde, plus primale. L'idée, jadis un chuchotement terrifiant, commença à se solidifier en une intention concrète et glaçante. Elle ne se contenterait pas de se venger. Elle transformerait entièrement les instruments de son oppression en un symbole de son pouvoir retrouvé. Ce petit acte de rassemblement allait bientôt allumer un incendie. Les détails de la façon dont Myriam a attiré les garçons sont perdus dans les brumes du temps, peut-être par la promesse d'un jeu ou d'une friandise cachée, une occurrence assez courante pour les esclaves que d'amuser les enfants du maître. Ce qui est clair, c'est qu'un jour particulier, alors que Martha et le maître étaient partis visiter une plantation voisine, les garçons disparurent. Le personnel de la maison, en grande partie des esclaves, supposa initialement qu'ils jouaient quelque part sur le vaste domaine. Personne ne pouvait imaginer l'horreur qui allait suivre dans les jours suivants. Myriam attendit le moment parfait. Un moment où la maison était silencieuse, où le contremaître était distrait, où les autres esclaves étaient dans les champs. Elle conduisit Thomas et William dans une dépendance isolée et inutilisée, loin de la maison principale. Son comportement était calme, presque serein, un masque glaçant sur la tempête en elle. Les garçons, habitués à son obéissance silencieuse, ne se doutaient de rien. Ils y marchèrent, un dans le piège, innocent et inconscient. Ce qui se passa ensuite ferait taire même ses plus fervents alliés. À l'intérieur de cette cabane désolée, Myriam exerça sa terrible vengeance. Les détails sont trop macabres pour être racontés autrement qu'en termes les plus simples. Elle maîtrisa les garçons et, avec une précision froide et délibérée, née d'un profond désespoir, elle mit fin à leur jeune vie. Ce ne fut pas un acte frénétique, mais un acte méthodique, presque rituel. Les années d'abus, la mort de son fils, le fouettage public, la déshumanisation totale, tout cela culmina à ce moment, une grotesque reprise d'autonomie. L'acte de tuer n'était que le début de son plan tordu. La véritable horreur, celle qui marquerait à jamais son nom dans les annales de l'infamie, suivit. Avec une détermination sinistre, elle commença à dépecer les garçons. La motivation derrière cet acte macabre spécifique ne peut être que supposée à travers le prisme de sa psyché brisée. Il ne suffisait pas de simplement les tuer. Elle avait besoin de leur prendre, de les transformer, d'utiliser leur substance même pour faire une déclaration, pour se refaire. C'était sa réponse à la destruction de sa dignité, de son identité par Martha. Elle travailla méticuleusement, poussée par une concentration d'un autre monde. La remise devint son atelier, un lieu de création indicible. Elle prépara méticuleusement la peau, les tirants,
la traitant avec toutes les méthodes rudimentaires qu'elle pouvait concevoir, peut-être en utilisant du sel ou de la cendre, les mêmes techniques utilisées pour les peaux d'animaux. Elle envisagea un nouveau vêtement, une cape, une robe, quelque chose qui serait littéralement façonné à partir de la chair de ses oppresseurs, un symbole terrifiant de sa défiance ultime. Telle était Myriam d'Alabama, esclave qui a dépecé les fils de sa maîtresse et utilisé leur chair pour des vêtements, non pas comme un acte de vie. Violence aléatoire, mais comme un geste délibéré et symbolique né du plus profond de la souffrance humaine. Pendant des jours, les garçons furent portés disparus. Des recherches furent lancées, d'abord occasionnelles, puis de plus en plus frénétiques, à mesure que les heures s'étiraient en une journée entière, puis 2. Martha rentra de sa visite dans une maison en effervescence. Le maître, paniqué, envoya des groupes de recherche, craignant des ravisseurs ou des fugitifs. La communauté des esclaves resta silencieuse. Un mur de peur et de savoir tue. Personne n'osait imaginer la vérité, l'horreur se déroulant juste au-delà de leur vue. Myriam continua son travail, imperturbable. Elle cousit les morceaux de peau ensemble, créant un grotesque patchwork. L'acte lui-même, aussi horrible soit-il, était son acte ultime de rébellion, sa reconquête de soi. Elle n'était plus seulement une propriété, elle était la créatrice d'une vérité terrible, belle, monstrueuse. Les vêtements qu'elle confectionnait n'étaient pas pour la chaleur ou la mode, mais pour une déclaration, un témoignage du prix du pouvoir absolu, une réponse horrifiante à la question constante de sa propre valeur. La découverte était inévitable. Un jeune garçon, envoyé chercher des outils dans la dépendance, trébucha sur la scène. L'odeur seule suffisait à lui soulever l'estomac. Il vit les restes, les vêtements à moitié finis, et la figure glaçante et calme de Myriam, toujours au travail, les mains tachées, les yeux vides mais résolus. Ses cris déchirèrent le calme de l'après-midi, résonnant à travers les champs, signalant la fin du terrifiant projet de Myriam et le début de son jugement brutal et final. La plantation éclata dans le chaos. Le maître, fou de chagrin et de rage, se précipita sur les lieux. La vue qui l'accueillit, les corps mutilés de ses fils, la preuve indéniable du travail de Myriam et les vêtements horribles faits de leur propre chair, le plongea dans une folie bien plus profonde que tout ce qu'il avait jamais infligé. La réaction de Martha fut celle d'une horreur hystérique et incompréhensive, son monde brisé au-delà de toute réparation. La façade soigneusement construite de leur pouvoir, de leur contrôle, fut déchirée par l'acte ultime de Myriam. Myriam ne tenta pas de fuir, ni de nier ses actions. Confrontée, elle resta silencieuse, son regard inébranlable, peut-être même défiant. Son calme face à des actes aussi inimaginables était peut-être l'aspect le plus glaçant de son crime. Il ne parlait pas de folie au sens conventionnel, mais d'une transformation psychologique complète, d'un voyage au-delà des limites de la moralité humaine, qui lui avait été imposée par la brutalité de son existence. Elle était devenue quelque chose de nouveau, quelque chose né du désespoir absolu et de la vengeance absolue. La nouvelle des atrocités se répandit comme une traînée de poudre, non seulement dans la plantation, mais dans toute la région. L'histoire de Myriam d'Alabama, esclave qui a dépecé les fils de sa maîtresse et utilisé leur chair pour des vêtements, devint une légende murmurée, un récit d'horreur indicible qui terrifiait et fascinait secrètement. Pour les propriétaires d'esclaves, c'était une confirmation de leurs peurs les plus profondes concernant la nature sauvage des esclaves, une justification pour une répression encore plus grande. Pour les esclaves, c'était un symbole terrifiant, mais profondément troublant, de ce qui pouvait arriver lorsqu'un esprit humain était poussé au-delà de toutes les limites. Myriam fut immédiatement arrêtée, soumise à un interrogatoire rapide et brutal. Elle n'offrit aucun remords, aucune explication, seulement le silence ou peut-être des propos cryptiques qui témoignaient de ses longues souffrances. Le système juridique du Sud, conçu pour protéger la propriété et maintenir l'institution de l'esclavage, ne perdit pas de temps. Un procès,
si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, n'était qu'une simple formalité. Sa culpabilité était prédéterminée, son destin scellé. La punition fut horrifique, même selon les normes de l'époque. Elle fut condamnée à être brûlée vive, un spectacle public conçu pour instiller la terreur et écraser toute lueur de rébellion parmi la population esclave. Il voulait l'effacer, faire d'elle un exemple qui résonnerait à travers les générations. Pourtant, même dans cet acte final et agonisant, Myriam garda un calme glaçant. Elle marcha vers son exécution, non pas avec peur, mais avec une étrange, troublante sérénité. Son regard, disait-il, contenait quelque chose d'illisible, quelque chose au-delà du désespoir ou de la haine humaine. Sa mort fut brutale, une fin ardente à une vie définie par le tourment. Mais même dans sa destruction, Myriam atteignit une immortalité perverse. Son histoire, bien que souvent étouffée ou déformée, devint une étoile sombre dans la constellation des rébellions d'esclaves et des actes de défi individuels. C'était une histoire que les maîtres d'esclaves craignaient, un témoignage des conséquences terrifiantes de leur propre inhumanité. Les vêtements qu'elle a fabriqués, la chair de ses oppresseurs, sont devenus un symbole, aussi grotesque soit-il, d'une âme poussée à son point de rupture absolue, un cri désespéré contre un silence insupportable. L'histoire se souvient de Myriam non pas comme une héroïne, ni purement comme une méchante, mais comme une figure tragique et terrifiante née des profondeurs d'un système qui lui a nié son humanité. Ses actions, bien qu'indicibles, sont un rappel frappant et viscéral du coût ultime de l'esclavage, des profonds dommages psychologiques infligés tant aux opprimés que par une torsion horrifiante, parfois même renvoyés à l'oppresseur. Son histoire, Myriam d'Alabama, esclave qui a dépecé les fils de sa maîtresse et utilisé leur chair pour des vêtements, demeure un témoignage glaçant de la rupture de l'esprit humain, une leçon gravée dans le sang et les larmes d'un passé torturé, nous rappelant que l'extrême cruauté peut parfois engendrer une forme de représailles tout aussi extrême et terrifiante. Elle nous force à confronter les recoins les plus sombres de la souffrance humaine et les longueurs terrifiantes auxquelles une personne brisée peut aller pour récupérer ce qui lui a été volé. La maîtresse, Martha, possédait un talent pour la guerre psychologique qui transcendait la simple brutalité du fouet. Elle comprenait que l'esprit d'un esclave, s'il n'était pas brisé, pouvait être une source de résistance silencieuse. Son but n'était pas seulement l'obéissance, mais une soumission totale, écrasante pour l'âme. Elle forçait souvent Myriam à nettoyer ses appartements personnels, un espace rempli de fines parures et du parfum de parfums coûteux. Un contraste frappant avec l'existence même de Myriam. Pendant que Myriam polissait l'argent ou balayait les sols, Martha s'asseyait, racontant nonchalamment des histoires des réussites de ses propres enfants, de leurs brillants avenirs, de leur vie privilégiée, tout en voyant les propres fils de Myriam travailler dans les champs, leur destin déjà scellé. Ces rappels quotidiens du fossé entre leurs vies étaient subtils, mais profondément douloureux, un tourment constant et rongeant. Martha se délectait aussi de l'acte performatif de charité envers ses esclaves, leur fournissant souvent des vêtements maigres et usés ou des restes de nourriture, mais seulement après un sermon public sur leur ingratitude. Myriam, forcée de se tenir silencieusement et d'écouter, sentait la bile monter dans sa gorge. Elle comprenait la véritable signification de ces gestes, non pas la gentillesse, mais une affirmation supplémentaire de domination, un rappel humiliant de leur dépendance totale. Chacun de ces actes calculés de dégradation érodait le sens déjà fragile de Myriam, laissant derrière elle un air à vif et exposé. Pourtant, la cruauté ne faisait que commencer. Les fils de la maîtresse, Thomas et William, étaient des miroirs de l'influence de leur mère, quoique en miniature. Thomas, l'aîné, était un garçon élancé aux yeux vifs, peut-être de 10 ou 11 ans, affichant déjà une aptitude glaçante à l'imitation.
Il ordonnait souvent à Myriam de lui apporter de l'eau, puis la renversait délibérément, la regardant avec un sourire moqueur alors qu'elle s'agenouillait pour nettoyer ses genoux douloureux. William, plus jeune et plus bruyant, trouvait de l'amusement à faire trébucher les propres garçons de Myriam, riant alors qu'ils tombaient dans la poussière. Il considérait les enfants de Myriam comme des jouets, des êtres inférieurs dont la souffrance était une source de divertissement. Ces interactions quotidiennes, ces cruautés désinvoltes d'enfants qui ne savaient pas mieux, solidifièrent le ressentiment purulent de Myriam, le transformant d'une douleur sourde en une douleur vive et brûlante. Elle les regardait, et une promesse silencieuse se forma dans son cœur, une promesse d'une revanche qui un jour ébranlerait les fondations mêmes de cette plantation. Les fils restants de Myriam, Samuel et Jesse, s'accrochaient à elle, leurs petites mains cherchant du réconfort dans les siennes, rudes et calleuses. Ils étaient minces, leurs vêtements en haillons, leurs yeux hantés par la peur constante qui imprégnait leur vie. Myriam essayait de les protéger, d'offrir le peu de protection qu'elle pouvait, mais son pouvoir était inexistant. Elle leur chuchotait des histoires de liberté, d'une terre lointaine où ils pourraient être vraiment libres, mais même en prononçant ces mots, ils semblaient creux, comme de la poussière dans sa bouche. La mort de son plus jeune fils l'avait dépouillé de l'illusion de contrôle, ne lui laissant que la dure réalité de son impuissance. Elle savait, avec une certitude glaçante, que le cycle de souffrance continuerait pour Samuel et Jesse, à moins que quelque chose de drastique, quelque chose de catastrophique, n'intervienne. Cette résolution silencieuse allait bientôt se manifester d'une manière que personne ne pouvait prévoir. Après le fouettage public, un silence profond s'installa sur Myriam. Ce n'était pas le silence de la défaite, mais celui d'une transformation terrifiante et absolue. La douleur dans son dos n'était qu'une pulsation sourde comparée à la clarté brûlante dans son esprit. Elle ne ressentait plus de colère, de chagrin, ni même de peur. Seulement un dessein froid et cristallin. Ses yeux, jadis remplis de la douleur profonde et durable des esclaves, contenaient maintenant un vide troublant, un gouffre qui engloutissait toute émotion. Elle traversait ses jours comme un fantôme, accomplissant ses tâches avec une précision mécanique, son esprit entièrement consumé par l'architecture complexe de sa vengeance à venir. Elle mangeait, elle dormait, elle travaillait, mais rien de tout cela ne touchait le cœur de son être, qui était maintenant un creuset d'intentions silencieuses et mortelles. Et oui. Elle commença ses préparatifs clandestins avec un détachement presque chirurgical. Chaque objet jeté, chaque outil lâche, devint un instrument potentiel dans son plan. De la cuisine, elle déroba un long couteau à découper aiguisé, son acier froid et impitoyable dans sa paume. De l'atelier, elle trouva une petite alène robuste et une longueur de ficelle. Elle dissimula une petite pierre à aiguiser rugueuse, et chaque nuit, sous le couvert de l'obscurité, elle aiguisait le couteau, le grincement rythmique du métal sur la pierre, un doux contrepoint à la tourmente qui avait autrefois fait rage en elle. La lame devint tranchante, reflétant le clair de lune en une fine lame d'argent mortel. Ces actes de préparation n'étaient pas seulement pratiques, ils étaient rituels, chacun un pas de plus vers son acte ultime et horrifiant de création. Sa concentration durant ces nuits était absolue. Elle n'aiguisait pas seulement un couteau, elle forgeait sa détermination. Elle ne collectait pas seulement de la ficelle, elle tissait les fils de son avenir, un avenir où elle ne serait plus une victime. L'acte physique de préparer ses outils, de sentir leur poids, leur tranchant, lui donnait un sentiment tangible de contrôle, un pouvoir qui lui avait été refusé toute sa vie. Elle imaginait la sensation du matériau avec lequel elle allait travailler, la transformation qu'elle allait opérer. La simple pensée, aussi sombre soit-elle, remplissait le vide en elle d'une énergie terrifiante. Elle ne le savait pas encore, mais ces petits actes silencieux scellaient le destin des fils du maître. Le jour choisi, le maître et la maîtresse étant absents, un étrange calme s'abattit sur la plantation. Myriam vit les garçons,
Thomas et William, jouaient près de l'orée du bois, leur voix stridente et insouciante. Elle s'approcha d'eux, le visage dénué d'émotion. « Garçon, dit-elle, sa voix étonnamment douce, j'ai trouvé quelque chose de spécial dans le vieux hangar. Un nid d'oiseaux. Venez, si vous voulez voir. » Les enfants, naturellement curieux, tombèrent facilement dans le piège. Ils la suivirent, leurs pas légers inconscients du sombre chemin qu'ils prenaient. La dépendance isolée, humide et sentant la décomposition, les engloutit entiers. À l'intérieur, Myriam ne perdit pas de temps. Il n'y eut pas de supplications, pas de luttes qui durèrent longtemps. Ses mouvements étaient rapides, efficaces, nés d'une force désespérée. Les détails des derniers instants des garçons sont mieux laissés aux recoins obscurs de l'histoire, mais le résultat était indéniable. Ils gisaient immobiles, leurs jeunes vies éteintes, leurs privilèges et leur cruauté réduits au silence pour toujours. Pour Myriam, ce ne fut pas un acte de rage, mais de sombre nécessité, le premier pas brutal de sa terrifiante reconquête. Puis, l'impensable commença vraiment. Avec le même détachement froid, Myriam s'attela à sa macabre tâche. Elle travailla méthodiquement, le couteau aiguisé scintillant dans la faible lumière filtrant à travers les fissures des murs de la remise. L'air devint lourd, épais de l'odeur de sang et de quelque chose de bien plus primal. Elle sépara méticuleusement la peau du muscle et de l'os, traitant le processus avec une concentration qui frôlait la vénération. Ce n'était pas un simple abattage, c'était un acte de symbolisme profond et tordu. Chaque coupe était un cri silencieux, chaque bande de chair un témoignage des années où sa propre peau avait été lacérée par le faux. Ouette, sa dignité déchirée par les paroles de Martha. Elle appliqua du sel, un conservateur courant, sur les surfaces brutes, puis étira les morceaux, les fixant au mur de bois brut de la remise avec la ficelle et la laine qu'elle avait rassemblée. Le processus était lent, minutieux et totalement déshumanisant, transformant des restes humains en matière première. Elle travailla pendant des jours, brouillant les frontières entre la vie et la mort, entre victime et bourreau. Le but n'était pas seulement de tuer, mais de transformer, de les faire partie d'elle, de porter leur être même comme une cape contre le froid amer de sa propre existence. Telle était Myriam d'Alabama, esclave qui a dépecé les fils de sa maîtresse et utilisé leur chair pour des vêtements, un acte de défi ultime né des parties les plus profondes et les plus torturées de son âme. L'air dans la remise devint lourd d'une odeur piquante, douceâtre et nauséabonde, alors que la peau commençait à sécher et à se tanner. Myriam, inconsciente de la pointeur, continua son travail. Elle coupa les plus grands morceaux en sections plus petites et plus maniables, puis commença le processus ardu de les coudre ensemble. Ses doigts, habitués à la texture rugueuse du coton et du tissu grossier, travaillaient maintenant avec un matériau beaucoup plus souple, beaucoup plus perturbant. Elle utilisa la ficelle comme fil, poussant la laine à travers la peau résistante, tirant la ficelle, la nouant fermement. Chaque point était un acte de création délibéré, construisant un vêtement non pas en tissu, mais en vengeance. Elle imaginait le visage de la maîtresse quand elle le verrait, l'horreur, l'incrédulité totale. C'était le seul réconfort qui lui restait. La découverte ne tarda pas. Un jeune journalier, envoyé chercher une pelle oubliée dans la remise délabrée, poussa la porte qui grinçait. L'obscurité à l'intérieur était profonde, mais l'odeur l'était encore plus, une puanteur qui agressa immédiatement ses sens, un mélange horrifiant de décomposition et de sang frais. Alors que ses yeux s'ajustaient, il vit le tableau grotesque, la peau tendue sur les murs, les restes partiels, et Myriam, assise sur un seau renversé, cousant calmement. Sa tête se releva brusquement, ses yeux rencontrant les siens, et en eux, il vit non pas la folie, mais une satisfaction froide et troublante. Un cri primal jaillit de sa gorge, un son qui traversa les champs,
brisant le calme de l'après-midi et annonçant l'indicible. Le maître, alerté par les cris frénétiques, courut à la remise, le visage déformé par une terrible prémonition. Il franchit la porte, ses yeux parcourant la scène horrifiante. La vue des corps mutilés de ses fils, la preuve du travail de Myriam et les vêtements glaçants, à moitié finis, faits de leur propre chair, anéantirent sa raison. Un rugissement guttural d'angoisse et de fureur s'échappa de sa poitrine, un son animal d'un homme complètement brisé. Martha, arrivant quelques instants plus tard, ne vit que les visages de ses garçons morts, puis les vêtements épouvantables. Ses cris firent écho aux siens, un hurlement perçant d'horreur pure et non diluée, qui entrait la plantation pendant des années. Le monde soigneusement construit du pouvoir et du privilège avait implosé, brisé par l'inimaginable. Myriam resta assise, son aiguille toujours à la main, son regard imperturbable par le chaos qu'elle avait déclenché. Elle avait achevé son œuvre, son terrible chef-d'œuvre. L'horreur dans les yeux de ses oppresseurs fut son triomphe final et ultime, un témoignage silencieux de la souffrance qu'elle avait endurée. Sa cape, tu fut rapide et brutale, mais elle n'offrit aucune résistance, aucune supplication, aucun mot d'explication. Son silence, face à de tels actes indicibles, fut peut-être l'aspect le plus glaçant de son crime. Il témoignait d'un esprit qui avait franchi un seuil, d'une âme qui avait été irrévocablement altérée par le système même conçu pour la contrôler. Elle avait trouvé une forme de libération horrifiante et grotesque, un dernier acte violent d'autodéfinition dans un monde qui avait cherché à l'effacer. Myriam d'Alabama, l'esclave qui a dépecé les fils de sa maîtresse et utilisé leur chair pour des vêtements, reste un écho horrifiant du passé. Son acte, indicible dans sa brutalité, se dresse comme un monument glaçant non seulement à son propre désespoir, mais au système monstrueux qui l'a créé. C'est un rappel frappant et viscéral que lorsqu'un esprit humain est poussé au-delà de toutes les limites, lorsque la dignité est totalement dépouillée, le contre-coup qui en résulte peut être une réflexion terrifiante et grotesque de la cruauté même qui l'a engendrée. Son histoire, gravée dans les annales d'une histoire torturée, sert de leçon intemporelle et angoissante. La déshumanisation d'un être conduit inévitablement à la brutalisation de tous, un cycle de violence qui laisse des cicatrices bien plus profondes que n'importe quel fouet, une vérité qui continue de hanter la conscience de l'humanité,